Donc la deuxième partie de cette matinée est consacrée à la régression simple. Alors la régression, c'est une méthode très importante en statistique, hein, c'est le cœur de bien des analyses. On commence par un tout petit aspect, la régression simple, dans lequel, comme d'habitude, on va présenter d'abord les données sur lesquelles on travaille et les problèmes que l'on essaye de résoudre. Ensuite, on proposera un modèle dont nous estimerons les paramètres. Alors, les données se présentent vraiment sous la même forme que pour le coefficient de corrélation. Vous avez n individus, qui sont autant de lignes du tableau, sur lesquelles on a mesuré une variable x et une variable y. Donc les données ont exactement le même format que les données utilisées pour le coefficient de corrélation. Je vais d'ailleurs reprendre un petit exemple numérique qui est exactement le même. Ce sont les mêmes données. Alors, où se fait la différence? Où réside la différence entre l'approche régression et l'approche corrélation? Alors, en corrélation, j'ai bien insisté sur le fait que nos deux variables x et y jouaient des rôles tout à fait symétriques. Quand je mesure taille et poids, je n'ai pas de raison de faire jouer à une variable un rôle différent de l'autre. Quand vous êtes en régression, c'est très différent. Vous avez une variable qui est dite variable à expliquer. Ça peut être un rendement, par exemple, une teneur en matière sèche, un chiffre d'affaires. Vous avez une variable à expliquer. Et puis, vous avez une variable, ça va être y. Et puis, vous avez une variable explicative, x. On dit aussi quelquefois un prédicteur. Alors, dans le cas du rendement, eh bien, x, ça pourrait être la quantité d'azote. Donc, je veux voir la relation entre quantité d'azote et rendement, mais je ne veux pas la voir de façon symétrique, parce que je vois bien que, dans mon idée, la quantité d'azote influe sur le rendement. Et c'est ça que je vais essayer de modéliser. Bon. Alors, quand je reprends les données qui étaient celles de l'expérimentation en magasin, j'ai aussi, en fait, je ne vous l'avais pas dit, mais j'ai aussi envie de regarder les choses de façon dissymétrique. C'est-à-dire que le nombre de facings, c'est-à-dire le nombre de paquets de biscuits que je mets côte à côte, eh bien ce nombre, il va influer sur le chiffre d'affaires. Et je veux modéliser cette influence. Et donc cette modélisation va être très très simple au début, puisque c'est celle de la régression simple. Bon, ça n'empêche pas qu'on peut calculer le coefficient de corrélation, comme on le fait ici, 0,8, parce que le fait d'avoir un coefficient de corrélation important entre x et y, évidemment, ça nous laisse penser qu'on va réussir à construire un modèle. Alors, il se trouve qu'ici, rien ne sera significatif compte tenu du faible nombre de données, mais ça, c'est un autre problème. Alors, quel modèle allons-nous utiliser? Alors, le modèle de la régression simple, c'est un modèle linéaire. Alors, c'est YI. Alors, YI, on va reprendre le rendement. Donc, YI, c'est le rendement pour la parcelle numéro I. Égale alpha plus bêta XI. Alors, alpha, constante. Bêta XI, vous voyez que ma dose d'engrais, là, XI, elle est multipliée par le coefficient bêta, et c'est ça l'aspect linéaire, et c'est ça qui va nous donner des YI différents selon les valeurs de XI. Vous remarquez que XI, je l'ai écrit en minuscule, parce que XI, ce n'est pas une variable aléatoire. Quand je décide sur la parcelle I de mettre 100 unités d'azote, le 100, ce n'est pas une variable aléatoire. Donc, petit xi. Simplement, donc, que signifie bêta? L'interprétation de bêta, qu'est-ce que c'est? Bêta, c'est l'augmentation de rendement attendue quand xi augmente d'une unité. Donc, quand j'augmente xi d'une unité, eh bien, mon rendement yi, eh bien, il augmente de bêta. Donc, l'interprétation du coefficient bêta est assez naturelle. Alors, je vais quand même vous demander d'arrêter de parler ou de sortir, vous deux là. Comme vous voulez. Interprétation du coefficient alpha. Alpha, c'est le rendement que j'attends
lorsque xi vaut 0, c'est-à-dire en l'absence d'apport azoté. Donc là, ici, l'interprétation est très simple. Alors, vous remarquez que alpha plus bêta xi, ce n'est pas du tout aléatoire. Alpha, je ne le connais pas, mais c'est une valeur certaine. Bêta, je ne le connais pas, mais c'est une valeur certaine. Xi, ce n'est pas aléatoire, parce que c'est moi qui le fixe. D'où vient le côté aléatoire? Donc le côté aléatoire vient du résidu, epsilon i. Alors que représente epsilon i? L'observation me montre bien que quand, sur une parcelle, j'ai bien défini la quantité d'azote, ça ne me donne pas toujours systématiquement le même rendement, même si je prends la même parcelle, d'une année sur l'autre. J'ai beau avoir des parcelles identiques, je n'obtiens pas toujours le même rendement, bien que me plaçant dans des situations expérimentales identiques. Ça, c'est l'aspect aléatoire, qui est incontournable pour tout ce qui est biologique, bien sûr. Donc le epsilon i, c'est un résidu aléatoire. Alors on va faire quelques hypothèses sur ces résidus, hypothèses d'inégale importance. On va d'abord les supposer distribués normalement. Et ceci nous rappelle tout à fait l'analyse de variance. D'ailleurs, on envisagera les parentés entre analyse de variance et régression dans le deuxième module. Les epsilon i, on les suppose distribués normalement, ce n'est pas du tout une contrainte. C'est-à-dire que cette normalité, elle est là pour nous assurer de la normalité des indicateurs que l'on va produire ultérieurement, mais cette normalité des indicateurs, elle est assurée asymptotiquement. Donc ce n'est pas du tout une contrainte, ce n'est pas du tout un souci. Les epsilon i ont une espérance nulle. Ça, ce n'est pas une contrainte non plus, ça vient tout simplement du fait qu'il y a une constante dans le modèle. Si les epsilon i en espérance valait 1, ça veut dire que j'ai oublié 1 dans alpha. Donc dès l'instant qu'on met une constante dans le modèle, tout naturellement, les epsilon i sont centrés. Alors par contre, la variance des epsilon i est égale à sigma 2, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas de i. On retrouve exactement la même discussion que pour l'analyse de variance. Ça par contre, c'est une hypothèse qui n'est pas forcément très réaliste. C'est-à-dire qu'on peut dire, dans certaines conditions expérimentales, on s'attend à plus de variabilité que dans d'autres conditions expérimentales. Mais ça, on le nie ici. On fait comme si. Ça peut peser un peu sur les résultats. On peut s'affranchir de cette hypothèse, mais ça devient alors excessivement technique. Alors, autre point avec lequel, par contre, il ne faut absolument pas plaisanter, si tant est qu'on puisse plaisanter avec le reste, c'est epsilon i, epsilon j, une covariance nulle. C'est-à-dire que les résidus sont non corrélés. Ce qui se passe en i n'a rien à voir avec ce qui se passe en j. Ça, c'est très important. Si on n'a pas ça, tout s'écroule. Ce qui se passe en i n'a rien à voir avec ce qui se passe en j. Peut-être que pour ma parcelle i, elle est un peu meilleure que ce à quoi je pourrais m'attendre, compte tenu de telle dose. Et bien la parcelle j, elle n'a aucune raison d'être spécialement meilleure ou spécialement moins bonne. Ça n'a rien à voir, ce qui se passe en j, avec ce qui se passe en i. Ça, c'est très important, cette indépendance entre les parcelles. Alors, le modèle peut s'écrire sous une autre façon. Voilà un schéma qui peut être utile pour certains, qui peut faire comprendre. C'est que finalement, en espérance, l'espérance de yi, bien, c'est tout simplement une droite. L'espérance de yi, c'est alpha plus bêta xi. Alors, vous voyez, je trace la droite ici, alpha plus bêta x. Qu'est-ce qui se passe en xi? Eh bien, en xi, j'ai bien l'espérance de yi. Très bien. Mais quand je suis ici, cette valeur, ce n'est que l'espérance. En fait, j'ai toute une distribution. Cette distribution, c'est une distribution normale, c'est ce que j'ai indiqué ici, et elle a la même variance, sigma 2. Ici, j'ai mis l'écart type sigma. Elle a le même écart type que laquelle? Elle a le même écart type que la distribution que j'obtiens ici en x1. Vous voyez, c'est la même distribution, là, avec exactement le même écart type. Voilà. Ça, c'est un petit schéma qui peut vous aider à comprendre. Quand je suis à xi, en fait, je m'attends à des tas de choses, et toutes ces choses, eh bien, elles sont centrées sur le point alpha plus bêta xi, avec le même écart type quand je passe d'une valeur de x à l'autre. Alors maintenant que j'ai un modèle, je vais essayer d'en estimer les paramètres. Alors pour estimer les paramètres, je vais utiliser les méthodes des moindres carrés, MMC, exactement comme je l'ai fait pour l'analyse de variance. C'est-à-dire que vous reconnaissez ici le modèle dans lequel alors, les estimations sont remplacées par des lettres latines, c'est-à-dire alpha, je l'estime par A, bêta, je l'estime par B. C'est une petite entorse, on ne met pas des alpha chapeaux et des bêta chapeaux. Dans le cas de la régression simple, les notations sont toujours celles-ci. C'est une petite entorse à un système général de notation. Alors, les estimations A et B, on va les choisir comment? On va les choisir de façon à minimiser les résidus. Alors,
ne peut pas minimiser chaque résidu, on ne peut minimiser qu'une fonction des résidus. Alors, on voudrait qu'ils soient tous petits. Une première idée, c'est la somme des valeurs absolues. Deuxième idée, c'est la somme des carrés. Et la somme des carrés, c'est bien plus pratique à bien des égards. Donc, en fait, la méthode des moindres carrés consiste à trouver A et B qui rendent minimum somme des EI carrés. Alors, le fait d'utiliser la méthode des moindres carrés, ça donne à toutes les estimations des tas de qualités. Qualités qu'elles n'auraient pas si on s'y prenait autrement. Alors vous pourriez me dire, mais ce n'est pas du tout naturel de travailler avec des carrés. Nous, on aime bien travailler avec les nombres, les valeurs absolues. Je dis oui et non. Dans le théorème de Pythagore, qu'est-ce qui s'additionne? C'est bien les carrés, ce n'est pas les longueurs. Eh bien, vous pouvez noter cette analogie parce que c'est exactement une application du théorème de Pythagore, ce qu'on est en train de faire. Ça ne se voit pas immédiatement, hein, il faut être honnête. Vous le verrez peut-être pour certains d'entre vous qui ont la chance de faire des études statistiques plus poussées. Mais, vous voyez, même dans la nature, on est quelquefois amené à additionner des carrés, voilà, quand on calcule des distances. Bien. Alors, tout ceci nous conduit aux estimations suivantes. Alors, voilà une formule qui rappelle un peu le coefficient de corrélation, hein. Alors, petit b, qu'est-ce que ça va être? C'est la covariance de xy sur la variance de x. Dans le coefficient de corrélation, c'était pas, le numérateur était le même, covariance, mais le dénominateur, c'était le produit des écarts types. Hein, on avait écart type en x, écart type en y. Là, on a la variance. Autre chose, petit a, ça vaut y bar moins bx bar, ce que j'écris de cette façon. Alors, quand je l'écris de cette façon, je vois y bar égale a plus bx bar. Ça veut dire que x bar et y bar vérifient exactement le modèle, c'est ça? Il n'y a pas de résidu là. Hein, alors, c'est ce que j'ai représenté par ce petit dessin. Dans ce petit dessin, vous reconnaissez ici x et y, vous reconnaissez un nuage de points, je calcule une droite de régression, la voilà, a plus bx. Eh bien, quand je regarde ce qui se passe en x bar, je remonte ici, y bar. Vous voyez, le point de coordonnées x bar, y bar se trouve exactement sur la droite. Un petit exemple numérique, vous n'aurez jamais à faire ces calculs à la main. Jamais. Vous rentrez les données sous la forme dans laquelle je vous ai indiqué. Vous cliquez sur ceci, sur cela, vous utilisez telle commande et vous aurez tous les résultats. Alors c'est bien de l'avoir fait peut-être une fois à la main. Toujours est-il que sur ces données, eh bien, on peut vérifier les formules. Voilà. Petit b, ici, l'estimateur de la pente, c'est covariance sur la variance. Donc 2 tiers sur 2 tiers, ça nous donne 1. Quand je regarde ici a égale y bar moins bx bar, comme x bar vaut 0, je m'aperçois que a est égal à y bar. Soit dit au passage, c'est une propriété, lorsque les x sont centrés, la constante est égale à la moyenne des données. C'est une petite curiosité que certains d'entre vous pourront éventuellement prendre plaisir à remarquer. Donc finalement, ma droite, c'est y égale moins 1 tiers plus x. La voilà. Donc moins 1 tiers plus x, la voilà. Donc la pente, elle est bien de 1, ce que je reconnais ici. Voilà ici le centre de gravité, il est bien pile sur la droite. Et voilà mes 3 observations, 1, 2, 3. Propriété des estimateurs. Ça, c'est toujours quelque chose qui est important. La première idée, je considère maintenant grand B. Alors grand B, qu'est-ce que c'est? C'est l'estimateur de la pente. Tout à l'heure, petit b, c'était l'estimation. Maintenant, c'est l'estimateur. Cet estimateur, c'est une variable aléatoire. Qu'est-ce qui est aléatoire là-dedans? Ce ne sont pas les x. Je vous ai dit les x sont les fixes. Ce sont les y. Les voilà. Eh bien, quand je prends l'espérance de cet estimateur, je tombe sur bêta. Donc, c'est vraiment raisonnable de prendre bêta chapeau, de prendre pour bêta chapeau grand B. Donc, les estimateurs sont sans biais. Dans tout ce qu'on a fait, les estimateurs sont toujours sans biais. Quoi qu'il arrive, vous avez beaucoup de données, pas beaucoup, mal fichu, bien fichu, les estimateurs sont toujours sans biais. Mais là, n'est pas forcément le plus important. Pour A, alors je vous rappelle la définition de A, eh bien l'espérance de A, c'est bien alpha. D'où l'idée de prendre A comme estimateur de alpha. Ici, pas de difficulté, c'est toujours ce qu'on a vu jusqu'ici. Alors ceux qui ont des cours de statistiques avancées prennent un plaisir à démontrer tout ceci, vous n'en avez absolument pas besoin. C'est juste pour le plaisir intellectuel que les gens font ces démonstrations. Ah, beaucoup plus important pour nous est la variance. Parce que je suis en train d'estimer cette fameuse pente. Vous vous souvenez de ce que c'est la pente? La pente, c'est l'accroissement de rendement quand j'augmente mes engrais d'une unité.
Donc vous voyez bien que d'un point de vue pratique, ça va être très important. Ça va être très important parce qu'il y a un moment où je vais dire ça vaut le coup financièrement, puis il y a un moment où je vais dire ça ne vaut plus le coup. Bon. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, l'incertitude que je vais avoir sur cette pente. Je vais produire des intervalles de confiance, hein. Mais pour ça, j'ai besoin de la variance. Alors, je calcule variance de B, voici ce que j'obtiens, ça c'est la formule qu'on voit partout, et ça c'est la formule que je vous propose, sigma 2 sur nsx carré. Alors, qu'est-ce qu'on reconnaît dans cette formule? On reconnaît d'abord que la variance de notre estimateur, elle dépend de sigma 2. Sigma 2, qu'est-ce que c'est déjà? C'est la variance du résidu. La variance du résidu, qu'est-ce que c'est déjà? Je fais plusieurs fois de suite l'expérience dans les mêmes conditions, je n'ai pas toujours le même résultat. Donc c'est vraiment ma variance résiduelle. Je vois bien que si j'ai une forte variance résiduelle, j'ai beau faire la même expérience, je n'ai pas toujours le même résultat. Dans ce cas-là, je vais avoir du mal avec ma pente. Elle va être très variable. Ouais, ça c'est naturel. Ça varie en fonction de sigma 2. Maintenant, ça dépend aussi de n, résultat que je retrouve ici. Plus j'ai des données, et plus j'aurai de stabilité dans ma pente. Ok, ça c'est tout à fait naturel. Le fameux sigma 2 sur n, qu'on a déjà commenté maintes fois, se retrouve ici. La nouveauté, et elle est de taille, c'est le Sx au carré. Alors, Sx au carré, qu'est-ce que c'est? C'est la variance des x. Qu'est-ce que c'est les x déjà chez mes doses d'azote? J'ai décidé, par exemple, de faire 50, 80, 100, 120, c'est ça? Bon. Ben, je prends la variance de ceci. Alors, ça m'intéresse parce que je vois que cette variance, si je la prends grande, alors je vais diminuer B. Mais cette variance, c'est moi qui l'ai choisie. C'est moi qui décide si je fais 50, 51, 52 ou 50, 100, 150. C'est moi qui décide. Donc là, vous voyez apparaître, pour la deuxième fois, un germe de la planification expérimentale. La planification expérimentale, ça consiste, à partir du même nombre d'essais, de bien gérer ces essais pour avoir des résultats stables et fiables. Eh bien, ici, cette formule nous apprend qu'il faut absolument prendre des x qui soient assez écartés. Finalement, c'est un peu l'intuition. Si je veux voir l'effet de ma dose d'engrais, si je prends entre 80 et 81, je ne vais pas voir aussi bien que si je prends entre 50 et 100. On retrouve cette intuition, simplement là, elle est chiffrée. Alors, si maintenant je regarde la variance de A. Alors, pour la variance de A, on retrouve des choses qu'on vient de voir. On retrouve le sigma 2 sur n. Je ne vais pas vous le recommander une nouvelle fois. Alors, 1 plus x bar sur sx carré. Alors, le sx carré, on a déjà vu. Ah, la nouveauté, c'est x bar. X bar, qu'est-ce que c'est? X bar, c'est la moyenne. La moyenne de quoi? La moyenne de mes doses d'engrais que j'ai mis dans mon plan d'expérience. Par exemple, j'en ai mis à 50, j'en ai mis à 100. La moyenne, c'est 75. Bon. Alors, si cette valeur de x bar est grande, alors ma variance va être grande. Oula, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si je m'intéresse à savoir ce qui se passe quand je ne mets pas d'engrais, puisque A estime alpha, et alpha c'est le rendement lorsque je ne mets pas d'engrais, eh bien si c'est ça qui m'intéresse, il faut que je mette aussi des parcelles avec pas d'engrais. Si je mets que des parcelles avec beaucoup, je n'aurai aucune idée de ce qui se passe sans. Voilà une intuition. Alors il faut quand même le dire, en pratique, le coefficient alpha nous intéresse rarement. Ce qui nous intéresse plus, c'est le bêta, c'est-à-dire l'influence du facteur qu'on étudie. Néanmoins, cette formule est intéressante. Alors ce petit exemple peut aider certains à bien comprendre ce qui se passe et puis avoir l'intuition de ce qui se passe. Alors, regardez bien. Pour bien faire, il faudrait faire une animation. Alors, vous voyez ce qui se passe. J'ai deux variables x et y. J'ai la vérité vraie, si je puis dire, y égale alpha plus bêta x. La voilà. Et puis, j'ai exactement la même chose ici, x, y, et le modèle réel. Alors maintenant, je décide de travailler avec x1 et x2. Ce que je sais, c'est qu'ici, vous vous souvenez, j'avais une distribution normale. Alors, je ne vous ai pas redécidé la distribution normale, j'ai simplement mis deux points extrêmes. Et puis pareil pour x2. Alors ici, je fais une expérimentation dans laquelle je prends que deux parcelles. Une, je mets x1, une, je mets x2. Alors, je peux mal tomber. Je peux mal tomber. Par exemple, si je tombe sur ce point-là, sur ce rond-là et sur ce carré-là, j'estime ma pente. Ben oui, par deux points, hein, je sais pas, c'est une droite, ça donne ça. Bon. Si par contre, je tombe par hasard sur celui-là et sur celui-là, vous voyez, j'ai une pente qui n'a rien à voir, elle est positive très grande.
Regardez ce qui se passe ici. J'ai bien écarté x1, x2. Bon, si je tombe mal, je prends le maximum ici et le minimum ici, ben, je suis quand même pas trop loin de la vraie pente. Si je tombe mal, je prends le minimum ici et le maxi ici, je ne suis pas trop loin de la vraie pente. Donc vous voyez l'intérêt de bien écarter vos mesures x1, x2. Ça, c'est un premier résultat concernant la planification expérimentale. Simplement, ça suppose une chose. Ça suppose qu'on est bien dans une optique d'évolution linéaire. Si je me dis, oh là, mon évolution, elle n'est pas linéaire, elle est peut-être quadratique, comme on dit. Il y a un maximum, puis il y a un minimum. Dans ce cas-là, je ne vais pas du tout faire la même chose. Mais ce n'est pas du tout le même modèle. Où il apparaît ici que la planification expérimentale, c'est-à-dire le choix des expériences, va dépendre du modèle. On ne va pas du tout faire la même chose si on s'attend à quelque chose de linéaire ou si on s'attend à quelque chose de quadratique, ce qui apparaît ici. Alors nous, ici, dans le cadre de la régression simple, on se place dans la situation linéaire. Et bien voilà, ce qu'il y a de mieux, c'est de mettre toutes nos expériences en x1 et en x2 de façon égale. Ça se démontre d'ailleurs. Alors, les résidus. Comme toujours, on construit un modèle, on estime les paramètres, on a beau faire des estimations très savantes, on n'arrive jamais à coller parfaitement aux données. Alors, je reprends des notations déjà utilisées pour l'analyse de la variance. J'appelle YI chapeau ce que j'estime par le modèle au point I. C'est-à-dire, j'applique mon modèle au point I, A plus BXI. Ce que je pourrais aussi écrire alpha chapeau plus bêta chapeau XI. Bien. Alors, les résidus, qu'est-ce que c'est? C'est l'écart entre ce que j'ai observé YI et puis ce que me donne le modèle. Donc je retrouve bien ici l'écriture YI égale A plus B XI plus EI. Alors regardez ici comment ça se présente. En abscisse en ordonnée Y, toujours. Là j'ai ma droite A plus BX, c'est ma droite estimée. Bien. Lorsque je suis en X bar, je tombe sur Y bar, propriété que je rappelle. Lorsque je suis en XI, le modèle me dit, attendez-vous à A plus BXI. Bien, ça c'est donc la valeur prédite par le modèle. Par contre, ce que j'observe, en fait, c'est pas ça, c'est YI. Donc j'ai un écart ici, EI. Le voilà le résidu. Bon, je me permets d'insister. Vous pourriez me dire, attendez, vous nous prenez pour des cloches. Non. Mais l'intuition, c'est de se dire, finalement, ce qui compte, c'est l'écart à la droite. Non, non, non. Ce qui compte, c'est l'écart à la droite. Non pas en direct, mais parallèlement à l'axe des Y. Vous voyez ? On n'a pas cherché une droite qui ajuste le mieux les données au sens de la distance des points à la droite. Pas du tout. Toute notre analyse est focalisée sur le fait que ce qu'on veut prédire, c'est Y. Donc notre erreur, c'est uniquement celle-là. Voilà le résidu. Ça méritait d'être dit quand même. Dans cette analyse, dans laquelle tout est focalisé sur Y, c'est la variable que nous voulons prédire. Alors ces résidus, ils ont des tas de belles propriétés. La première propriété, c'est que leur somme vaut 0. Ça ne vous rappelle rien? Si, ça vous rappelle que les epsiloni, les vrais résidus, ils sont d'espérance nulle. Eh bien ici, automatiquement, vous utilisez les moindres carrés, ça vous donne somme des EI qui vaut 0. Bon. Donc ça, c'est une constante. Soit dit en passant, on avait déjà vu ça dans l'analyse de variance. Donc dans notre petit exemple, on va trouver bien sûr somme des EI qui vaut 0. Ça ne tient pas du tout au fait que l'on utilise des petites données, c'est par structure. Plus subtil, somme des EI xi égale 0. Bon, ça c'est la formule. Alors qu'est-ce que ça veut dire que le produit de EI par xi? Alors il faut remarquer que le EI, c'est une variable centrée. D'accord? La somme des EI vaut 0. Donc la moyenne des EI vaut 0. Alors dans ce cas-là, vous pouvez faire le calcul si vous voulez, mais la somme des EI xi, c'est n fois la covariance. Ça veut dire que la covariance entre x et E vaut 0. Donc j'ai mon vecteur x, c'est mes doses d'engrais, 50, 60, 70, 80. J'ai mes EI, plus 2, moins 2, plus 4, moins 4, etc. Eh bien ces deux vecteurs-là, ils sont non corrélés. Bon, vous allez me dire, c'est un peu technique. Oui et non. Les résidus ne sont pas corrélés aux x, c'est très important pour nous, ça. Ça veut dire qu'il ne reste rien qui ne puisse être expliqué par x dans les résidus. Vous comprenez? Si les résidus étaient un petit peu liés à x, ça veut dire que quand j'ai trouvé mon modèle, là, a plus bx, j'ai oublié quelque chose qui dépend de x et qui se retrouve dans le résidu. Eh bien là, ce n'est pas ce qui se passe. Les résidus sont non corrélés aux x. Autrement dit, notre machinerie travaille très bien. Ça, c'est dû uniquement
au fait d'utiliser les moindres carrés. Donc on a bien extrait de x tout ce qu'il fallait quand on écrit a plus bx. Alors, je vous ai mis là le petit exemple numérique. Hein. Donc, vous reconnaissez les x, moins 1, 0, 1, les y. Alors, les y chapeau, on ne va pas tous les calculer, mais vous voyez, quand x vaut moins 1, ben, j'ai moins 1 tiers, moins 1, ça fait bien moins 4 tiers, très bien. Alors, en fait, j'ai observé moins 1, donc mon résidu vaut 1 tiers. Alors, vous voyez, ici, sur le point 1, je m'attendais à moins 4 tiers, j'observe moins 1, donc voilà mon premier résidu, voilà le deuxième, voilà le troisième. Bien. Variance résiduelle, maintenant. Donc, l'importance des résidus tient à deux choses. Ce sont des intermédiaires de calcul. Avec ça, je vais calculer une variance résiduelle, je vais faire des tests, etc. Mais les résidus sont intéressants en eux-mêmes. Évidemment, ici, je n'ai que 3 points, mais quand j'en ai plein, je vais dire, tiens, tel point a un résidu très fort. Ça veut dire que cette parcelle, elle ne rentre pas bien dans mon modèle. Qu'est-ce qui se passe? Donc, les résidus méritent d'être examinés. Alors, la variance résiduelle, pareil, on peut la voir comme un intermédiaire de calcul, quelque chose qui va nous servir à faire des tests plus tard, à calculer des intervalles de confiance. Mais elle est intéressante en elle-même, puisque c'est l'incertitude que j'ai sur chaque mesure, finalement. C'est bien ça. Hein? Alors, je vais l'estimer par une quantité, alors, qui est somme des EI carrés. Donc, je suis parti pour prendre mes résidus et calculer leur variance. Exactement comme l'analyse de variance. Sauf qu'au lieu de diviser par n, je divise par n-2. Alors, vous reconnaissez ici un raisonnement qu'on en a déjà vu. Si je prenais la variance des EI, j'aurais quelque chose qui serait biaisé et qui me sous-estimerait ma vraie variance. Effectivement, je calcule A et B précisément pour minimiser la somme des EI carrés. Donc, les sommes des EI carrés, ils vont être spécialement petits, je fais tout pour. Donc ça, je dois le prendre en compte. Alors, on le prend en compte en associant à une somme des carrés son nombre de degrés de liberté. Et le nombre de degrés de liberté, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de données, n, moins le nombre de paramètres à estimer, ici. Donc le nombre de données, n, moins le nombre de paramètres à estimer. Ici, on a A et B. Bon. Alors, vous pourriez me dire, ce n'est pas exactement la définition de d'habitude, ça. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que je disais d'habitude? Je disais c'est le nombre de données, ou plus exactement le nombre de termes dans ma somme des carrés, diminué du nombre de contraintes. Vous vous souvenez? Mais les contraintes, qu'est-ce que c'est? La somme vaut 0 et ils ne sont pas corrélés. Donc j'ai bien 2 contraintes. Donc en fait, j'ai le même nombre de contraintes que le nombre de paramètres. Le fait, à chaque fois que j'estime un paramètre, ça me rajoute une contrainte sur mes résidus. En m'y prenant comme ça, l'espérance de sigma carré chapeau et sigma 2. Autrement dit, j'obtiens de cette façon un estimateur sans biais. Donc ça, c'est un raisonnement qu'on a déjà tenu. Pour ceux qui suivent bien jusqu'ici, c'est même des notions qui sont assez familières. Alors, si on reprend l'exemple, regardez bien. Là, je remets l'équation, moins 1 tiers plus x. Vous vous souvenez de ces résidus, 1 tiers moins 2 tiers, 1 tiers. Quand je fais la somme des carrés, j'obtiens 2 tiers. Voilà. Donc, je divise 2 tiers par 1, parce que 1, c'est n-2, 3 moins 2. J'obtiens ici 2 tiers, c'est-à-dire 0,81, un écart type de 0,81 carré, donc un écart type de 0,81. Un écart type de 0,81, 0,8, hein, et 8,16, ça veut dire que tous mes nombres sont compris entre moins 1,6, c'est ça, et plus 1,6, ils sont tous là-dedans, plus ou moins 2 écarts types, hein, très bien. Alors en fait, on voit qu'ils sont bien plus petits, bah, c'est de cette façon qu'on peut dire que mes résidus sous-estiment la variance résiduelle. Donc c'est ce chiffre-là qui compte. Bien. Alors maintenant, arrive l'épreuve fatidique. Tout ce qu'on fait, qu'est-ce que ça vaut? On postule un modèle, on arrivera toujours à le faire. On estime les paramètres, on y arrivera toujours. Mais qu'est-ce qui vaut ce modèle? Il ne fonctionne pas? Ça, on ne sait pas. Alors, le test de signification du coefficient de régression, bien, en fait, dans le cas de la régression simple, c'est le test de l'ensemble du modèle. Puisque le modèle, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, il y a une constante, c'est-à-dire il ne se passe rien, plus bêta x. Donc, tout mon modèle est dans l'influence de x. Est-ce que x influence ou pas? Bien. Donc, je teste le coefficient bêta, hypothèse H0, bêta égale 0, c'est-à-dire ma variable x n'a pas d'influence sur y.
contre bêta différent de 0, ma variable x a une influence. Vous avez bien compris que même si je prends des données aléatoires, je calcule mes coefficients de régression et j'aurai une pente qui ne sera pas rigoureusement égale à 0. Elle aura tendance à être faible si j'ai des données aléatoires. Alors, tendance à être faible, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, grâce à l'hypothèse de normalité des résidus, on obtient la normalité exacte de l'estimateur grand B. Si par contre on n'a pas la normalité des résidus, cette normalité est asymptotique, mais en pratique elle nous suffit. C'est pour ça que je vous dis, on n'est pas trop embêté avec la normalité des résidus. L'espérance, c'est bêta, mais ça on l'a dit, on a un estimateur sans biais, pas de problème. Et puis le sigma 2, ben on l'a calculé, hein, c'est le fameux sigma 2 sur NSX, avec tous les beaux commentaires qu'on a pu faire. Donc finalement, la loi de B moins bêta sur sigma, tiens, il y a un carré en trop là, sur sigma B, eh bien c'est une loi normale centrée réduite. Bien. Donc je suis parti pour calculer ceci, sauf que le sigma 2, je ne le connais pas, donc je vais être obligé de l'estimer. Alors, si H0 est vrai, que se passe-t-il? Eh bien, bêta vaut 0, c'est-à-dire que c'est B décidément, j'ai reporté ici le sigma carré, le B divisé par son écart type suit une loi normale centrée réduite. Alors, comme je viens de le dire, le sigma 2, je ne le connais pas, donc je suis obligé de l'estimer. Et quand je l'estime, ça veut dire que dans la formule qui nous donne sigma carré chapeau B, je remplace le vrai sigma 2 par son estimation. Eh bien, dans ce cas-là, B divisé par son écart type, ici il n'y a pas de faute, ça suit une loi de T à n-2 degrés de liberté. Donc, on retrouve le raisonnement classique. On construit un indicateur. Cet indicateur, qu'est-ce qu'il représente? Cet indicateur, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est B divisé par son écart type. Donc c'est une espèce de pente normalisée, on pourrait dire, c'est ça? C'est une espèce de pente normalisée. Cette pente normalisée, si je connaissais le vrai sigma 2, ça suivrait une loi N01, et quand je ne connais pas le vrai sigma 2, je l'estime, et du coup, ça suit une loi de Student. Bon. C'est un raisonnement qu'on a déjà vu. Le nombre de degrés de liberté, c'est celui de la variance résiduelle. C'est le nombre de degrés de liberté qui me sert à estimer la variance résiduelle. Alors à partir de là, je peux construire un test. Je peux construire un test de la façon qui est la plus classique. Alors, regardez bien. On se place dans le cas où l'hypothèse H0 est vraie. Donc du coup, la loi de mon indicateur, bêta chapeau, là, sur sigma chapeau B, eh bien cette loi, c'est une loi de Student, la voilà. Lorsque j'ai des faibles valeurs de cet indicateur, c'est-à-dire lorsque bêta chapeau n'est pas très loin de 0, eh bien dans ce cas-là, je vais accepter H0. Si par contre cet indicateur est soit très grand, soit très petit, alors je vais rejeter H0. Il me reste à trouver les limites, et ces limites, je les trouve en fixant un risque de première espèce, alpha. Donc alpha, c'est bien la probabilité de rejeter H0, donc c'est la probabilité de tomber dans ces zones de rejet, là, cette zone qui est bilatérale, alors que c'est H0 qui est vrai, puisque ça, c'est la loi sous H0. Donc je calcule ces deux quantiles, le quantile de la loi T à n-2 degrés de liberté pour la proba 1 moins alpha sur 2 et pour la proba alpha sur 2. Ça, c'est une première façon de travailler. L'autre façon de travailler, c'est de raisonner avec les probabilités critiques. Et si vous avancez un peu, maintenant, vous pourriez vous dire, mais finalement, on pourrait se limiter aux probabilités critiques, on n'a plus besoin de la première formulation. Alors, regardons bien. Je prends mon indicateur. Donc je calcule, cette fois c'est petit b, hein, petit b sur le sigma chapeau. Ça c'est mon indicateur normalisé. Je le mets en valeur absolue pour ne pas être embêté avec les signes, parce qu'il peut être de temps en temps positif, de temps en temps négatif. Je prends la valeur absolue. Et puis, je connais mon raisonnement. Hein. Le raisonnement, c'est si c'est petit, je vais accepter H0, si c'est grand, je refuse. Alors je vais calculer la probabilité d'observer, on va dire, une pente plus grande sous le seul effet du hasard. D'accord? Je vais calculer la probabilité d'observer une pente au moins aussi grande que celle que j'ai effectivement obtenue, sous le seul effet du hasard. Autrement dit, je trouve un indicateur normalisé, je ne sais pas moi, de 2,1.
une pente au moins aussi grande, est-ce que j'ai une probabilité faible ou grande de l'avoir, sous le simple effet du hasard? Alors si c'est 50%, je vais dire mon résultat il n'est pas significatif, j'ai une chance sur deux d'obtenir aussi grand par le seul effet du hasard. En revanche, si cette probabilité est très petite, je vais dire, ben non, une pente aussi grande, par hasard, c'est impossible que je le voie, c'est une chance sur 1000. Ah bon? Dans ce cas-là, je vais être amené à rejeter H0. Donc là, je vous ai redonné la définition de la probabilité critique. Donc je calcule cette probabilité critique. Alors quand je dis je calcule, c'est le logiciel qui me la donne. Hein, et puis je vais prendre mes décisions à partir de là. Alors, regardons l'exemple. Bon, j'avais trouvé le sigma chapeau 2 à 2 tiers, le sigma chapeau carré B 2 tiers sur 2, ça nous donne 1 tiers. Vous regarderez les calculs tranquillement. Mon indicateur normalisé vaut racine de 3. Bon. Je regarde dans la table, le seuil est à 12. Ah oui, parce que je n'ai qu'un seul degré de liberté. Je vous ai dit, la loi de Student, ça ressemble à une loi normale. Quand il y a beaucoup de degrés de liberté, mais quand il n'y en a qu'un, pas du tout. Hein. Ce qui remplace le 1,96, c'est 12. Donc il faudrait un sacré indicateur normalisé hein, pour qu'il soit significatif. Donc là, j'accepte H0, c'est sûr. Et la probabilité critique? Eh bien, la probabilité critique, ici, vous voyez, elle vaut une chance sur 3. Voilà. Donc là, j'accepte H0. De gaieté de cœur, si la probabilité critique, comme la fois précédente, avait été de 0,7, j'aurais pu éventuellement discuter. Mais là, ça ne se discute pas. Hein. Alors, petite remarque, ce test est rigoureusement équivalent au test de signification de R. R, qu'est-ce que c'est R? C'est le coefficient de corrélation. Alors, vous vous souvenez, sur cette même série numérique, j'ai calculé le coefficient de corrélation, j'ai fait le test de significativité, et si vous vous en souvenez, j'avais obtenu la même probabilité critique de 0,333. C'est exactement la même. Donc, c'est un bon point, ça, que de ce point de vue-là, si votre coefficient de corrélation est significatif, alors votre pente de régression l'est. Et puis s'il n'est pas significatif, eh bien votre pente de régression ne le sera pas. Et exactement dans la même mesure. Donc ça, c'est tout à fait important. Alors, intervalle de confiance de bêta. Je vous dis, il faut toujours assortir les résultats que nous produisons d'un intervalle de confiance. Alors, ici, on avait la loi de B moins bêta sur le sigma qui suit un loi de T. Donc, l'intervalle de confiance, ça va être B plus ou moins. Alors, quand on a la loi normale, vous savez, on met un 96. Ben là, ce n'est pas un 96, hein, multiplié par sigma chapeau B. Un intervalle de confiance, on dit toujours, c'est la valeur plus ou moins 2 écarts types. Alors, plus ou moins 2 écarts types. Quand on a une loi de Student, ce n'est pas exactement plus ou moins 2. Surtout qu'ici, notre loi de Student n'a qu'un seul degré de liberté. Alors, comme il n'y a qu'un seul degré de liberté, bien vous voyez, c'est 12,71, valeur qu'on a vue déjà tout à l'heure. Donc, comme la pente ici vaut 1, on a 1 plus ou moins 12,71. Et puis ici, si vous vous souvenez de la variance, eh bien ici, on divise par l'écart type racine de 3. Ce qui nous donne 1 plus ou moins 734, de moins 6 à 8. Donc, vous voyez que j'ai un intervalle de confiance immense. Cet intervalle de confiance, il inclut 0, ce qui est la même chose que de dire que notre coefficient n'est pas significatif. Donc, il faut que vous refassiez ces calculs à la main, sachant que par la suite, vous n'aurez jamais à les faire à la main. Même dans Excel, les intervalles de confiance sont donnés. Mais vous le faites simplement une fois, vous le refaites tranquillement, pour bien vous approprier les résultats, pour essayer de bien comprendre qu'est-ce que ça signifie tout cela au fond. Alors ici, on a un intervalle de confiance, évidemment, qui est énorme. Mais qui est énorme pourquoi? Il est énorme à cause du 12. Et pourquoi on a 12? Parce qu'on n'a qu'un seul degré de liberté. Effectivement, je n'ai que 3 individus. Donc 3 individus, on va dire c'est ridicule. Qu'est-ce que ça veut dire ridicule? Ridicule, ça veut dire ça me conduit de façon mécanique, parce que le 12,71 ne dépend pas des données, ça me conduit de façon mécanique à des intervalles de confiance très grands. Alors le dernier point, c'est la décomposition de la variabilité. Alors, on a déjà beaucoup insisté là-dessus. Quand on s'intéresse à un phénomène, on aime bien dire, voilà, ce phénomène, il est dû pour tant de pourcents à ceci, pour tant de pourcents à cela. Alors, dans le cas de la régression simple, on a une décomposition qui est excessivement simple, c'est le cas de le dire. Alors, la variabilité, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de la variabilité globale, yi moins y bar.
j'ai mes parcelles là. J'ai mesuré le rendement, je n'ai pas toujours le même rendement. Donc j'ai une variabilité des rendements, y moins y bar. C'est ça que je vais expliquer. Et quelle est la partie de cette variabilité qui s'explique par la dose d'engrais? Est-ce que c'est 5%, 10%, 40%? Alors, allons-y. Ma variabilité totale, c'est y moins y bar. Okay, en l'absence de modèle, x ne joue pas, c'est y bar qui est ma référence. Donc ce y moins y bar peut se décomposer en deux parties. Une partie qui est expliquée par le modèle. Voilà ici ce qui est expliqué par le modèle. Le modèle, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, si vous mettez xi, ne vous attendez pas à y bar, attendez-vous à y chapeau i, à savoir a plus bxi. Donc ça, c'est bien la partie expliquée par le modèle. Malheureusement, cette partie expliquée par le modèle, vous voyez, ne va pas jusqu'au résidu, donc ne va pas jusqu'à la vraie valeur. Donc le résidu va être l'écart entre ce que j'observe et ce qui m'est donné par le modèle. Chose que je retrouve ici. Donc j'ai y chapeau i moins y bar qui est la partie expliquée par le modèle, et y moins y chapeau i qui est le résidu. Alors, dans le cas de la régression simple ici, tout est facile. Vous élevez au carré, vous faites la somme, les doubles produits s'éliminent, et on a bien des sommes des carrés qui s'additionnent parfaitement. Vous reconnaissez ici une somme des carrés des écarts totales, une somme des carrés dus au modèle, une somme des carrés résiduels. Tout ceci se résume dans un tableau, exactement comme pour l'analyse de variance. D'ailleurs, on appelle ce tableau le tableau d'analyse de variance pour la régression. Alors, vous reconnaissez les trois sources de variabilité, totale due au modèle résiduel, les sommes des carrés, les degrés de liberté. Alors, pour la totale, on a vu n-1. Pour la résiduelle, n-2, on l'a vu aussi. Celle due au modèle, je l'obtiens par différence, ça me donne 1. En fait, c'est le nombre de paramètres du modèle sans compter la constante. La constante joue un rôle un peu particulier. Donc le nombre de degrés de liberté dû au modèle, ici, c'est le nombre de paramètres excepté la constante. À partir de là, je calcule des carrés moyens, tout simplement en divisant les sommes des carrés par le degré de liberté, je fais les tests et j'obtiens une probabilité critique. Alors si je fais ceci, dans l'exemple numérique, je vous conseille ici encore de le faire vous-même à la main. Hein. Alors, les sommes des carrés, vous pourrez les retrouver vous-même assez facilement à la main. Celle-là, on l'a déjà calculée, de 66. Hein. Les degrés de liberté. Et la probabilité critique qui vaut 0,33. C'est la même. C'est la même que tout à l'heure. Alors, deux remarques importantes. Avant d'en terminer, si je rapporte la partie expliquée par le modèle, SCEM, à la partie totale, je retombe sur ce coefficient qui avait déjà été noté R2, qui est le pourcentage de variabilité expliqué par le modèle, chose que nous avions vue en analyse de variance. C'est le coefficient de détermination. Alors ici, il vaut 0,75. Ça veut dire que 75% de ma variabilité est expliquée par le modèle. Ça paraît beaucoup, ça l'est, mais ce n'est pas significatif. Parce que beaucoup, c'est très facile quand on n'a que 3 points. Vous voyez? Donc on pourrait dire R2 de 0,75, c'est très bien. Non, R2 de 0,75, je ne sais pas. Combien j'ai de données? Ah, si j'ai 1000 données, alors ça c'est merveilleux. La notion qui conduit à distinguer intensité et significativité. Ça, c'est un résultat exceptionnel, incroyable. R2 égale R2. Ah, c'est presque un gag de le présenter comme ça. Vous reconnaissez ici petit r. Petit r, c'est le coefficient de corrélation. Je prends le coefficient de corrélation, je l'élève au carré, et ça me donne quoi? Ça me donne le R2. C'est-à-dire ça me donne le pourcentage de variabilité de Y expliqué par X. Ça conduit certains utilisateurs à considérer non pas les coefficients de corrélation eux-mêmes, mais leur carré. Évidemment, brusquement, tout tient bien ensemble maintenant. Je prends l'approche coefficient de corrélation, je prends l'approche coefficient de régression, ce ne sont pas les mêmes, mais elles sont parfaitement cohérentes et participent et produisent la même probabilité critique. Sur ce, ainsi se termine ce cours. Vous avez encore des épreuves difficiles, comme le suggère ce dessin.
À bientôt pour ceux que je revois au deuxième module.